Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Nous allons parler télé-radiologie et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dr Laurent Verzeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes radiologue au Havre, vous êtes également le directeur général du groupe Vidi. Merci d'être avec nous justement donc pour parler de télé-radiologie et des nouvelles organisations. Une session a eu lieu ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci de m'inviter. Oui, j'ai eu le plaisir de modérer cette session matinale avec Jean-Pierre Pruot. On est complices depuis longtemps. Et malgré l'horaire matinal, il y avait une très belle participation et des orateurs de qualité donc, qui ont attiré une belle assistance. Alors, on a évoqué évidemment le sujet de la téléradiologie qui s'est déjà fortement développé, mais qui est amené, de mon point de vue, à se développer encore, compte tenu des problèmes de démographie médicale, de la réponse. C'est une réponse à apporter aux déserts médicaux. C'est une façon d'apporter de la compétence dans des territoires reculés où elle n'irait jamais. Mais il y a un fondamental, elle doit reposer sur un projet médical structuré, organisé, bien construit. On a eu une très belle intervention de Vivien Thompson qui a bien expliqué la nécessité de la formation initiale des personnels, des manipulateurs, mais aussi des médecins pour que cette organisation soit optimale. Alors on va revenir dans le détail sur tout cela si vous le voulez bien. Concrètement, quelle est la place de la télé-radiologie et dans quel cas ? Alors, comme je vous le disais, il y a des structures qui sont un peu plus éloignées des grands centres, dans lesquels il y a de la population, autour desquels il y a de la population, mais on a des difficultés de démographie médicale où il y a des effectifs qui sont insuffisants. Or, pourtant, il y a des plateaux techniques complets, diversifiés, comme on aime les appeler, scanners, IRM, et donc des demandes de soins, des demandes d'examen de la part des cliniciens qui prennent en charge la population. Et donc la téléradiologie permet, pour l'activité programmée, d'amener de la compétence, comme je vous le disais, en protocolant les examens de façon très efficace. Donc, on est aussi sur le domaine de la pertinence des demandes. Ça, c'est très important. On est en relation avec les médecins demandeurs, notamment les urgentistes, pour bien préciser les indications des examens complémentaires, un scanner ou une IRM. Les protocoles sont bien établis et partagés avec les manipulateurs. Et donc, les examens sont interprétés à distance. Ce que l'on aime faire, c'est que l'interprétation soit faite en live et qu'il puisse y avoir des échanges permanents, soit par système de chat, soit au téléphone, avec l'équipe de manipulateurs qui est sur place. Ce modèle d'organisation, il est un peu plus lourd, il est un peu plus coûteux aussi, mais il est beaucoup plus efficace qu'une simple prestation de service qui consisterait simplement à mettre des radiologues derrière des écrans, à lire des images, à consommer de la coupe, ce qui apporte un service médical rendu inférieur. Si vous permettez, on va peut-être parler tout de suite de l'intérêt de cette téléradiologie dans la permanence des soins et dans la permanence et dans la continuité des soins. Et après, on parlera du télé-AVC, parce que c'est lié. On a à nouveau, ce sont des solutions, quand elles sont bien organisées, bien structurées, qui permettent d'apporter une réponse extrêmement efficace à la demande de soins dans la PDES. La permanence des soins en établissement, c'est une charge de travail très lourde. Apporter une réponse à ce besoin, c'est parfois complexe, et ça ne peut pas seulement reposer sur les équipes présentes. Donc il faut qu'on soit en capacité de mutualiser cette charge de travail. Moi, par exemple, dans mon groupe, on a maintenant un effectif de radiologues qui est suffisamment important. La garde, c'est toujours une charge de travail. Mais comme on est nombreux à l'assurer et on l'assure en téléradiologie, la charge est mutualisée, c'est plus acceptable. Donc ça, on sait le faire. On sait le faire à l'échelon d'un territoire, on sait le faire à l'échelon de plusieurs territoires, on sait le faire à l'échelon d'une région. Et puis aussi, on peut aller un peu plus loin dans cette organisation parce qu'on va être en capacité d'orienter les examens en fonction de la demande d'urgence ou de la pathologie vers le radiologue qui est plus expert dans cette spécialité. Est-ce que ça s'implique également au dépistage ? Et le dépistage du sein en particulier ? Alors pour le sein, le dépistage du sein, vous savez que ça répond à un cahier des charges qui est extrêmement précis. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Dans lequel, à ce stade, il n'y a pas de place pour une téléinterprétation. Mais on voit bien à nouveau que
Le sujet doit être mis sur la table, et je dis ce matin sans tabou, parce que les difficultés démographiques qu'on a, les difficultés d'accès aux soins pour certaines patientes, font poser la question de faire évoluer ce cahier des charges, tout en préservant la qualité, ça c'est très important. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un examen clinique par un médecin, par un radiologue idéalement, mais par un médecin, parce qu'on sait qu'il y a des lésions qui sont palpables, qui se confondent avec le tissu glandulaire, et donc on risque de faire des faux négatifs. Donc il faut préserver cette organisation. Maintenant, téléinterpréter des mammographies à distance, avec toutes les contraintes de qualité qu'on doit y mettre, techniquement c'est faisable. Modulo le fait que la HAS a émis une recommandation à propos de la tomosynthèse et que, idéalement, on devrait utiliser la tomosynthèse dans le dépistage organisé. Or, les volumes d'examen, les volumes qui sont générés par la tomosynthèse risqueraient d'aller contre cette possibilité. Donc ça veut dire que, et c'était une des conclusions qu'on avait ce matin, il y a urgence à mettre en place un groupe de travail avec les différentes parties prenantes, les sociétés savantes, l'INCA, la DGS, etc., pour savoir comment on peut faire évoluer ce fameux cahier des charges. Docteur Verzeaux, je voudrais qu'on parle des AVC et du rôle de la téléradiologie. On rappelle le chiffre, 150 000 personnes sont victimes chaque année d'un AVC. Comment est-ce que effectivement la téléradiologie peut aider, peut intervenir ? Elle peut intervenir parce qu'elle va diminuer le délai de prise en charge des patients. Ça, c'est le facteur temps et le facteur primordial dans l'AVC, comme vous le savez. Et derrière, on va pouvoir faire une thrombectomie ou on ne va pas pouvoir faire de thrombectomie. Et ce matin, on a eu une présentation très intéressante de comparaison entre le Bade-Württemberg et les deux régions réunies, Hauts-de-France et Normandie, qui ont le même type de population, 11 millions d'un côté, 10 millions de l'autre. Donc c'est à peu près la même chose. Sauf qu'en Allemagne, le système permet de faire 8000 thrombectomies par an, quand nous, on en fait 1000. Donc vous voyez qu'on a de la marge de progression et qu'on a les stroke centers qui existent, ils ne sont pas suffisamment utilisés. Donc là aussi, c'est à la profession de s'organiser et de faire des propositions. Les IRM, les scanners, on en a quand même de plus en plus, il faut les installer, il faut les utiliser à bon escient, notamment dans le cadre du télé-AVC, parce que le coût, c'est Jean-Pierre Fauveau qui a rappelé ça ce matin, le coût très élevé de la prise en charge retardée de ces AVC et l'après dans la constitution des AVC constitués, ça veut dire des engagements, des accompagnements, des soins de suite, etc. C'est un coût pour la société qui est très élevé. On a des économies à faire là-dessus. Je voudrais qu'on parle du lien manipulateur-radiologue. C'est un lien essentiel, un véritable lien entre vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Là aussi, c'est fondamental. On parle d'équipe. Avec Jean-Pierre, on aime bien utiliser ce mot, et c'est juste, on a une équipe de prise en charge du patient et de son accompagnement dans son parcours de soins. Chacun ayant évidemment son rôle. Et dans l'exercice de la téléradiologie qui se développe, il ne faut pas que les liens qui sont créés historiquement au sein des équipes se distendent. Et c'est pour ça qu'on a parlé de formation initiale sur l'organisation des prises en charge par téléradiologie, parce que le manipulateur, il doit avoir une relation de confiance. Enfin, pas que le manipulateur, il doit y avoir une relation de confiance forte dans ce binôme manipulateur-médecin qui est au bout de la chaîne et qui téléinterprète. Il y a une validation des protocoles, il y a des échanges sur l'état clinique du patient. Les manipulateurs aussi sont expérimentés, ont l'habitude de faire un certain nombre d'examens, peuvent être donneurs d'alerte parce qu'ils vont voir une fracture alors que la demande de soins était pour autre chose, par exemple. Ils vont voir ce qu'on appelle un incidentalome et donc ils vont pouvoir alerter le radiologue en toute bonne foi. Mais donc cette notion d'équipe est fondamentale. Docteur Laurent Verzeaux, dernière question. Nous sommes ici au JFR. Quelles sont les actualités et j'allais dire quelles sont vos attentes pour l'avenir ? Alors, une des grandes actualités de ces JFR, Marc Zins y a fait référence, c'est ce qu'on appelle la financiarisation. Alors, c'est un terme qui fait peur, mais qui doit être abordé aussi à nouveau sans tabou. C'est un élément important de l'organisation des soins à venir.
on a une spécialité qui est fantastique, qui est toujours très évolutive, mais elle a besoin de se moderniser encore. Les autres spécialités aussi, mais là, en particulier la radiologie, même si on a un temps d'avance sur d'autres spécialités, sur le digital, ce qu'on appelle le digital, l'intelligence artificielle, vont fondamentalement transformer nos exercices. Et pour utiliser ces nouveaux outils et les développer, il faut des financements, il faut de l'argent. Et dans un modèle qui est différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on est habitué à aller voir notre banquier pour financer un scanner, une IRM. Ça, c'est bien. Gérer notre structure, c'est bien. Mais c'est le passé. On a besoin maintenant d'avoir des relations différentes avec ce qu'on appelle le private equity, ou les gens qui gèrent des finances, pour qu'ils puissent nous apporter des financements suffisamment importants pour moderniser nos organisations, développer encore la téléradiologie, développer le PACS, développer des organisations différentes à l'échelon régional. Ça, on a besoin de le faire. Et alors, tout l'enjeu est là. Ou bien, c'est la profession qui participe à ces modifications et qui, en partenariat avec des gestionnaires de finances, gère cet ensemble et ce nouveau écosystème, ou bien les radiologues et les médecins en général restent en dehors du jeu, et à ce moment-là, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes. Nous, notre objectif, c'est améliorer le service médical rendu, et c'est pas simplement créer la valeur financière. Vous voyez, c'est très important, et bravo à la SFR d'avoir mis le sujet sur la table, parce que ça va pouvoir éclairer, à mon avis, et l'ensemble des radiologues, et les alerter sur ce qu'il faut faire et éventuellement ne pas faire. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur notre plateau, docteur Laurent Verzeaux, pour nous en parler. Merci Avec plaisir, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie donc de nous avoir suivis sur le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.